Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours sur le langage, une des notions du bac de philo, indispensable à maîtriser pour les épreuves de fin d'année. C'est parti! Alors, tout d'abord, on va commencer par quelques petites définitions. Donc, le langage se définit comme tout système de signes ayant pour fonction de transmettre un message. Tu le vois, la définition est quand même assez générale et on verra après quel est l'intérêt d'avoir une définition assez générale pour cette notion. Une deuxième notion dont on va parler aujourd'hui et qu'il est important de connaître pour ce chapitre, c'est ce qu'on appelle l'ineffable. L'ineffable, c'est ce qu'on ne peut pas exprimer par des mots, ce qui dépasse le langage, ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on n'arrive pas à dire. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet en nous demandant si le langage est-il spécifiquement humain. Pour Isocrate, je le cite, la parole est la faculté naturelle qui distingue l'homme de l'animal. Le langage parlé est donc ce qui distingue l'homme de l'animal, et la parole est indispensable pour sortir de l'état de nature, pour qu'il y ait culture. C'est la condition sine qua non qui fait de l'homme un homme, sa capacité à avoir la parole et à l'utiliser. La parole est donc une sous-catégorie du langage pour Isocrate, une catégorie bien spécifique. Pour Montaigne, les animaux ont un langage. Nous ne sommes juste pas capables de le comprendre parce que nous ne comprenons pas forcément tous les signes qu'ils émettent. Pourtant, il y a une forme de communication entre les animaux et entre l'homme et l'animal. Alors Montaigne va avoir un point de vue un peu particulier, puisque pour lui, tout le monde, tous les animaux, tous les êtres vivants, animaux et humains, ont un langage. Simplement, ce langage se manifeste de différentes manières, chez les uns et chez les autres. Et il y a une forme de frontière difficilement franchissable entre le langage des uns et le langage des autres. C'est-à-dire que les animaux ne peuvent pas forcément comprendre le langage des hommes et inversement, puisque les signes sont bien particuliers. Les animaux émettent leurs propres signes, tout comme les hommes, à travers la parole notamment, émettent leurs propres signes. Mais ce n'est pas parce que chacun, chaque animal, chaque homme a un langage différent qu'il n'y a pas une forme de communication entre ces deux espèces. Il y a une forme de communication entre ces deux espèces, simplement, elle est un peu particulière puisque la compréhension de l'autre espèce est quand même limitée. On va maintenant s'intéresser à Aristote, et je vais vous lire un petit extrait de son œuvre politique, que l'on va commenter juste après, hein, rassurez-vous, on ne va pas simplement se contenter d'un extrait non expliqué. Seul parmi les animaux, l'homme a un langage. Certes, la voix est le signe du douloureux et de l'agréable, aussi la rencontre-t-on chez les animaux. Leur nature, en effet, est parvenue jusqu'au point d'éprouver du douloureux et de l'agréable, et de se les signifier mutuellement. Mais le langage existe en vue de manifester l'avantageux et le nuisible, et par suite aussi le juste et l'injuste. Il n'y a en effet qu'une chose qui soit propre aux hommes par rapport aux autres animaux, le fait que seuls, ils aient la perception du bien, du mal, du juste et de l'injuste, et des autres notions de ce genre, nous dit Aristote dans Politique. Que retenir de cet extrait? Aristote va venir faire une distinction entre la voix et le langage. La voix permettant l'expression est un attribut dont disposent aussi les animaux, mais seul l'homme a le langage pour lui. D'ailleurs, c'est intéressant comme point de vue par rapport à la notion de la conscience, hein. Pour Aristote, les animaux auraient, évidemment c'est un anachronisme de mentionner ces notions le qualifiant, puisque ces notions de pré-réflexive, réflexive, etc. n'apparaissent qu'après. Mais pour Aristote, les animaux auraient donc une forme de conscience pré-réflexive et même de conscience réflexive, puisqu'ils sont capables d'identifier que ce sont eux qui ressentent ces émotions et de communiquer ces émotions à leurs semblables. En revanche, la conscience morale, ce que Kant appellera le tribunal intérieur, donc conscience morale, c'est ce qui permet de juger de la valeur, de la justesse de nos actions, eh bien ce fameux tribunal intérieur de Kant est réservé à l'homme, puisque c'est une capacité liée au langage
dont seul l'homme dispose. On va maintenant se demander si le langage permet-il d'exprimer fidèlement la pensée. Pour Hegel, je cite Hegel, le mot donne à la pensée son existence la plus haute et la plus vraie. Le langage permet donc de retranscrire ce que l'on pense, d'exprimer ce que l'on pense sans qu'il y ait un écart entre la pensée et la parole. Pour lui, on ne peut pas penser en dehors du langage, puisque la pensée dépend du langage. On pense à partir de mots, on pense à partir d'un langage. Et croire que l'ineffable existe, eh bien c'est une erreur, puisque l'ineffable n'est que la pensée obscure, c'est-à-dire que l'individu n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'il pense, parce qu'il ne fait pas l'effort d'exprimer clairement sa pensée. Donc pour Hegel, oui, le langage permet d'exprimer fidèlement la pensée. En revanche, pour Bergson, eh bien, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a un écart infini entre les mots et les sentiments, puisque les sentiments sont personnels, contrairement aux mots qui, eux, sont impersonnels. Alors personnellement, je suis plutôt d'accord avec la thèse de Bergson, puisque, par exemple, si on dit je t'aime de manière courante, hein, on peut le dire à plusieurs personnes, mais ce n'est pas exactement le même sentiment qui est traduit par le je t'aime que l'on va dire à sa mère, que celui qui est traduit par le je t'aime qu'on va dire à ses enfants, que celui qu'on va traduire à travers le je t'aime qu'on dit à son mari. En d'autres termes, on a en 3 mots je t'aime, donc 3 sentiments différents selon si on s'adresse à sa mère, à ses enfants, à son mari, etc. Donc le même mot traduit des sentiments différents. Pour Bergson, le langage ne permet donc pas d'exprimer fidèlement la pensée, puisqu'il y a un écart entre les mots qui sont impersonnels et les sentiments qui sont personnels. On va maintenant se demander, pour terminer, pourquoi parlons-nous? Eh bien, la communication, c'est une fonction essentielle du langage, mais il en a d'autres. Évidemment, le langage permet aussi de penser, de s'affirmer, de s'exprimer. Il a aussi une fonction esthétique et artistique qu'on peut retrouver en poésie, par exemple. Le langage, dans la religion, mais aussi dans l'histoire, a un pouvoir fondateur. L'homme transmet son histoire, il peut raconter des événements passés, il peut témoigner. L'histoire de l'homme n'existe que grâce au langage. Et d'ailleurs, dans l'Évangile selon saint Jean, on peut lire « Et la parole était Dieu », ce qui montre bien la puissance du langage et son importance dans la construction de la représentation de l'homme. Et voilà, ce petit cours sur le langage est terminé. Je t'invite à nous rejoindre très vite pour avoir accès à tous les autres contenus. À bientôt!